Bonjour pour cette conférence de la SFP Paris Sud. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on accueille Bruno Mansoulier pour parler de quelle est l'énergie du vide. Alors Bruno a travaillé toute sa carrière au SPP à l'IRFU à Saclay. Il a effectué sa thèse il y a à peu près 40 ans sous la direction de Marcel Banner sur le collisionneur PP Bar du CERN dans UA2. Je revois d'ailleurs Bruno et un de ses collègues montrer le premier et d'ailleurs seul vrai bel événement Z en est plus et moins gamma. Il a ensuite travaillé sur D0, une expérience à Fermilab où le quark top a été trouvé. Il a travaillé ensuite dans l'expérience Atlas au CERN, qui allait fonctionner sur le collisionneur proton-proton du CERN LHC, où il a eu une contribution majeure à la construction du calorimètre électromagnétique. Sa contribution au LHC démarre d'ailleurs en 1983, et où je me rappelle partager une chambre avec lui au workshop de Lausanne, le premier workshop sur le LHC, il y a maintenant donc 42 ans. Il a alors dirigé pendant 5 ans le service de physique des particules à Saclay. Et de retour sur Atlas, il a participé à la mise en évidence du boson de Higgs. Et il travaille maintenant sur l'expérience G-bar du CERN, qui doit étudier les atomes d'antihydrogène. Il a eu en particulier en 2023 le prix Sharpak-Ritz donné conjointement par la SFP, c'est-à-dire la Société française de physique, et la Société suisse de physique. Bruno, à toi. Eh ben, bonjour, merci d'être venu jusqu'ici. Donc, comme l'a dit Louis, ma spécialité, c'est plutôt le boson de Higgs, la découverte puis la mesure de ses propriétés. Alors, la connexion avec l'énergie du vide n'est pas évidente, et d'ailleurs, j'en parlerai même pas dans cette conférence, mais c'est un sujet qui est très proche, en fait. Le Higgs, c'est une particule qui a les nombres quantiques du vide. Donc, dès qu'on parle du Higgs, on doit s'intéresser à quelle est la structure du vide. Et vous allez voir que là, il y a un gros problème sur l'énergie du vide. On essaie de calculer l'énergie du vide. Et c'est un truc que nos amis théoriciens, moi je suis pas théoricien, nous assènent toujours régulièrement, nous disent c'est un gros problème. Donc j'ai essayé par moi-même de me rendre compte où était le problème vraiment dans les bases et puis de m'en faire mon petit montage à moi personnel. Et du coup, j'en ai parlé autour de moi et des gens m'ont dit, bah, tu devrais partager, c'est un peu pédagogique ta façon de voir les choses. Et donc, Louis a très gentiment voulu aussi que je le partage avec vous. Et donc, c'est une introduction à ce problème très crucial, vous allez voir, vraiment fondamental de la physique moderne, sur l'énergie du vide, aussi pédagogique que possible. Donc, pour les professionnels, c'est vraiment, ça ne s'adresse pas aux professionnels, ça s'adresse au grand public intéressé par les grands problèmes de la physique. Voilà. Donc ça, c'est une image de Sophie Calle qui, après un vol de tableau, a trouvé que les spectateurs se mettaient à regarder les cadres vides. Donc je me suis dit que c'était vraiment tout à fait approprié pour parler du vide cosmique et du vide quantique. Bien. Alors vous allez voir, bon, c'est un peu le plan de l'exposé. Donc en fait, il y a une réponse très simple. On peut le mesurer. Il y a une mesure à l'échelle cosmique. Donc, je vous parlerai un peu de relativité générale, de ce que c'est que la constante cosmologique. Et donc, les observations assez récentes, quand même, donnent une valeur mesurée de l'énergie du vide. Alors, tout se complique quand on essaie de comprendre ce qui se passe à l'échelle microscopique, c'est-à-dire l'autre bout des échelles de distance. Je parlerai un tout petit peu de l'état fondamental en théorie quantique, qui est un peu ce qui s'apparente au vide, et qui est déjà un petit peu compliqué. Et puis tout se complique beaucoup quand on parle de la théorie actuelle de la physique des particules et des champs, qui s'appelle la théorie quantique des champs, où j'essaierai de donner une idée non mathématique, mais de pourquoi la théorie quantique des champs marche bien d'un côté, mais pose des tas de problèmes quand on s'attaque en particulier au vide. Et puis comparer les deux déterminations. Et là, vous allez voir que, bon, évidemment, j'ai pas de réponse parce qu'il y en a un énorme problème. Voilà. Donc le vide classique, un petit peu quand même de contexte. Donc la définition de principe du vide classique, c'est un espace où il n'y a pas de particules de matière. Quand j'ai dit ça, je peux aller très loin. À partir du moment où on a une physique qui est atomiste, c'est un endroit où on a enlevé les atomes. Voilà. Attention, il peut y avoir du rayonnement parce que la lumière, depuis Maxwell, se propage dans le vide. D'accord? Donc il n'y a pas d'atomes, mais la lumière peut quand même se propager dedans. Alors un peu d'histoire, la théorie du vide, c'est assez amusant de regarder parce qu'il y a une controverse dès l'Antiquité
entre les atomistes, vous savez qu'il y a les atomistes et puis ceux qui croient que la matière est continue. C'est-à-dire, vous divisez de l'eau, vous avez l'impression qu'on peut toujours trouver de l'eau, etc. Donc, il n'y a aucune raison de voir des atomes. Mais dès l'Antiquité, dès Démocrite et même avant, en moins 400 avant Jésus-Christ, il y a des gens qui croient que la matière, c'est du vide avec des atomes dedans. Alors, pour ce qui concerne le vide, il y a donc les atomistes qui croient que il n'y a rien, et puis des atomes. Et puis, il y a les milieuistes, je ne vais pas trouver de bons mots, qui croient qu'il y a un éther, dont des gens très bien, hein, comme Platon, et bien entendu Aristote. Alors j'ai écrit ça parce qu'en physique, Aristote, il a essentiellement tout faux. Il a toujours tout faux. La Terre est au milieu de l'univers, le vide, et il y a un éther, tout est faux chez Aristote. Bon, c'est pas grave. Et l'expérimentation, donc ça c'est pour la théorie, l'expérimentation, bon, il y a des pompes qui remontent de l'eau dans l'Antiquité, Galilée, et puis quand même Torricelli qui découvre la pression atmosphérique, c'est-à-dire qu'autour de nous, c'est pas du vide, c'est de la pression de l'air. Et qu'on ne peut pas aspirer de l'eau sur une hauteur de plus de 10 mètres, sinon bah, on crée du vide au-dessus, justement, ou du mercure sur 760 mm. Ça, c'est Torricelli. Donc ça, c'est la question pratique. Donc on est toujours dans le vide classique. Ok, mais des gens se posent tout de suite la question. Bon, on découvre donc que autour de nous, c'est pas du vide, c'est de l'air. Ok, mais si on enlève l'air, qu'est-ce qui reste? Ben, la question se repose donc à l'échelle suivante. Il y a ceux qui pensent qu'il n'y a rien, c'est-à-dire les vacuistes, on va les appeler à ce moment-là. Pascal est vacuiste. Je pense que si on enlève l'air, il n'y a plus rien. Mais Descartes, il est pléniste, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire il y a une matière subtile. On revient avec une espèce d'éther, quelque chose. Voilà. Quant à Newton, qui est quand même le gars qui a eu raison à peu près surtout à ce moment-là, il est d'abord pléniste, et puis quand il découvre les lois de la gravité qui interagissent à distance de façon instantanée, il devient vacuiste. Il dit, j'ai compris la gravitation, j'ai pas besoin d'un support pour les forces de gravitation, donc j'évacue l'éther. Bon, ensuite, au 19e, il y a toutes les applications pratiques du vide, hein, les pompes à vide, la chimie, la réfrigération, tout ça, mais les physiciens se posent toujours la question, est-ce qu'il existe un éther? Voilà, le grand pas en avant, c'est Maxwell, l'électromagnétisme, la lumière se propage dans le vide, il n'y a pas besoin d'éther. Et avec plein d'expériences scientifiques qui soutiennent cette hypothèse, comme les apparences d'Arago, Fresnel, Fison, Michelson, évidemment, c'est-à-dire qu'on essaie de voir si l'éther entraîne la lumière, et on voit que non. Si on mesure la vitesse de la lumière dans plusieurs directions, c'est toujours la même, bien que la Terre elle-même se déplace. Au XXe siècle, toujours en physique classique, donc Einstein invente la relativité restreinte, il n'y a pas d'éther. Il y a vraiment, en relativité restreinte, il n'y a vraiment rien qui ressemble à un éther. Après, il invente la relativité générale. Alors là, on verra, c'est moins clair. Il n'y a pas vraiment un éther défini comme une matière, quelque chose, mais il y a quand même un entraînement des cas, enfin des référentiels, etc., qu'on pourrait presque interpréter comme un éther. Et puis l'autre révolution, c'est le quantique. Alors là, on va voir que du point de vue du vide, tout explose, tout se complique. C'est le gros sujet de l'exposé. Donc, je reviens sur les révolutions du début du XXe siècle, 1905, la relativité restreinte. Bon, vous savez tous que les grands principes, la vitesse de la lumière dans le vide, justement, est indépassable. Elle est indispensable. La relativité est un système qui est indispensable pour décrire tous les mouvements de vitesse relatives les unes par rapport aux autres, de l'ordre comparable à la vitesse de la lumière. Et puis, Einstein en déduit la fameuse formule égale MC2 qui a plein d'applications. Et ensuite, assez vite après, il essaie de trouver une théorie relativiste de la gravitation, il la trouve et ça s'appellera la relativité générale, sur laquelle on va revenir un petit peu. Donc l'autre révolution, c'est la révolution quantique. Là, il y a plus évidemment tous les grands noms. Là, j'ai choisi De Broglie parce que c'est quand même un peu le local, le régional de l'étape, qui va expliquer le spectre des atomes, pourquoi les atomes dans leur lumière ont des raies et pas du continu, la couleur des lampes, la couleur des objets, c'est très 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 important. Avec ces choses qui en sont déduites de ce formalisme, comme les relations d'incertitude, donc tout est un peu flou, ça j'y reviendrai un peu. Et puis plein de trucs bizarres et paradoxaux que vous connaissez, les chats de Schrödinger morts et vivants, etc. La première version, c'est non relativiste, c'est-à-dire on sait le faire marcher pour des vitesses qui sont très inférieures à la vitesse de la lumière, et donc en particulier pas pour les photons, qui par définition ont la vitesse de la lumière. Donc la façon dont on traite les photons, les échanges d'énergie par photons dans les atomes est un peu
un peu bancale dans la mécanique quantique de base. Donc on revient sur le vide à l'échelle cosmologique, puisque je vous ai dit que ça c'est relativement simple. Donc la théorie du cosmos, de l'univers, c'est donc la relativité générale. Donc j'aime bien voir des photos de Einstein à des âges, pas du tout comme le vieux savant de mon âge qui tire la langue, là. Non, en 1905, il a 26 ans, donc c'est un petit jeune homme propre, très bien. Et là, je crois que cette photo-là date à peu près de 1915. Voilà, c'est pas du tout un vieux savant fou. Donc les grands principes, c'est que l'espace-temps peut être courbé, ça vous savez ça, et que même plus que ça, la courbure de l'espace-temps et la matière-énergie, donc matière et énergie ont déjà été assimilées dans la relativité restreinte, mais maintenant cette matière-énergie est assimilable à la courbure de l'espace-temps, c'est équivalent. On en déduit que une déformation de l'espace-temps donne naissance, enfin explique plus ou moins la gravitation, c'est l'image qui est finalement assez fidèle, assez bonne, de la membrane en caoutchouc sur laquelle on a dessiné une grille régulière et une masse déforme la membrane en caoutchouc. Maintenant, si on lance une petite bille à côté, la déformation va la faire tomber sur la grosse bille, c'est-à-dire que cette déformation de la structure de l'espace-temps va créer la gravitation et dans la limite des vitesses petites, etc., on retrouve la gravitation de Newton. Voilà. Alors, on s'est vite rendu compte que la relativité générale est incompatible avec la théorie quantique, et ça, j'y reviendrai, évidemment. Bien, donc la relativité générale vue d'aujourd'hui, c'est vraiment la théorie qui est complètement acceptée pour décrire tout ce qui est gravitation grande distance. Hein. Il y a une petite correction de relativité générale dans votre GPS, donc c'est vraiment même de tous les jours indispensable, sinon il se décale de quelques dizaines de mètres par jour, je pense. Hein. Il y a des trucs spectaculaires qu'on observe dans le ciel, comme des mirages gravitationnels. Ça prédit les trous noirs qui ont maintenant été vraiment parfaitement observés et même classifiés. Les ondes gravitationnelles, récemment découvertes, entre autres par des équipes d'ici, etc. Bon, une grosse prédiction, évidemment, c'est que l'univers n'est pas là depuis une éternité, mais il est en expansion, et si on remonte le film de son expansion, on retrouve qu'il y a une singularité, un moment où toutes les distances deviennent infiniment courtes, les températures deviennent infiniment grandes, il y a 13,8 milliards d'années, et donc on appelle ça le Big Bang. Donc ça a même donné lieu à une série assez marrante pour les gens qui connaissent un peu la physique. Voilà, mais bon, plus sérieusement, la théorie du Big Bang est maintenant extrêmement bien confirmée, les mesures des éléments primordiaux dans l'univers, etc. En gros, bon, bien entendu, on essaie toujours de lutter contre les théories admises pour voir s'il y a des petits effets qui pourraient s'en départir, mais pour le moment, la théorie du Big Bang fonctionne. Bien. Ah, voilà. Donc, comme j'ai dit, l'idée, c'est que l'espace-temps peut être courbé et que courbure et matière-énergie sont équivalents. Voilà. Donc là, bon, juste l'équation, il n'y a pas besoin de comprendre en détail, évidemment, les termes mathématiques des équations d'Einstein, mais on peut se figurer assez facilement, si je vous repère les différents termes, d'accord, vous voyez les deux termes entourés en plein, ici. Donc, à gauche, c'est un terme géométrique, c'est la courbure de l'espace-temps. Voilà, ça se décrit comme ça. C'est la forme de l'espace-temps, d'accord, c'est un facteur purement géométrique. Et à droite, T menu, c'est la présence, la densité et les flux de l'énergie matière. Et vous voyez que, alors, le terme au milieu, on va pour le moment faire abstraction, on viendra après. Et donc, l'équation d'Einstein consiste à dire que la forme de l'espace-temps est proportionnelle à la densité des flux d'énergie matière. Il y a une constante de couplage ici qui s'appelle kappa, d'accord? Donc, c'est juste une proportion. Et si je prends les limites non relativistes, petite vitesse et tout ça de ça, juste ces deux termes, hein, les deux gros termes, et que, eh ben, je retrouve que je peux calculer kappa en fonction de la constante de Newton. C'est essentiellement exactement la même chose. Je couple la matière et la courbure à condition d'avoir la bonne. Je retrouve la constante de Newton à condition d'ajuster kappa comme il faut. Il y a des facteurs pi et des choses comme ça. C'est très très simple. Et au milieu, j'ai cet être bizarre là, qui est extrêmement simple. C'est une constante fois. Alors G mu c'est c'est des matrices 4-4, mais peu importe. G mu c'est vraiment la matrice de base dans cette théorie. C'est celle où il n'y a rien. C'est presque l'identité. D'accord.
c'est la métrique locale, c'est vraiment le truc. Et il y a ce terme constant qui traîne là, dans l'équation comme on la voit maintenant. En fait, à l'origine, Einstein n'a pas mis cette constante. Puis il l'a mise après, c'est un détail de l'histoire connue, il l'a mise en disant que il a plus tard que c'était sa plus grande gaffe, il l'a enlevé, enfin bon. Mais on va s'intéresser quand même, nous, maintenant on connaît l'équation, il n'y a aucune raison d'enlever ce terme a priori, il est là, il fait pas vraiment partie de la physique du truc. Et la constante qui est là, on appelle la constante cosmologique, parce qu'elle va avoir des impacts énormes sur la cosmologie à très grandes échelles. Donc de cette équation, on déduit assez facilement que l'univers ne peut pas être statique. Donc ça, c'est tout. Einstein s'en est rendu compte quasiment tout de suite. Il est ou en expansion ou en contraction, mais il ne peut pas rester avec des tailles, des échelles de distance constantes. On a fait la mesure astronomique d'objets très lointains et on voit qu'effectivement, c'est la bonne solution, c'est l'expansion. Alors, il faut faire attention à ce dont on parle avec expansion. En fait, c'est une expansion dans soi-même. Il s'expande en rien. C'est juste que les échelles de taille augmentent avec le temps. Comme une règle graduée dont les gradations s'éloigneraient les unes des autres avec le temps. C'est pas qu'il s'expand dans un univers, un méta-univers. Non. C'est l'univers, la distance lui-même qui s'accroît. Et là, vous avez une mesure assez récente. C'est DES, Deep Energy Survey, de peut-être 2-3 ans. J'ai pris ce graphique parce qu'il montre bien la proportionnalité. Alors, c'est pas exactement la vitesse, c'est le décalage vers le rouge, mais c'est un proxy de la vitesse. C'est une variable très reliée à la vitesse. Et les distances, alors aussi, il faut bien définir qu'est-ce que c'est que la distance. Parce qu'en relativité générale, c'est compliqué, comme tout bouge. Mais en gros, ça dit que la distance est proportionnelle à la vitesse, ou la vitesse proportionnelle à la distance. C'est-à-dire, c'est comme on prend l'image, par exemple, d'un élastique, où vous avez marqué des points qui sont des galaxies ou des choses comme ça, vous tirez sur l'élastique par les deux bouts. Donc les points s'éloignent les uns des autres, mais vous voyez que si vous êtes dans un point, vous voyez le point plus loin qui s'éloigne 2 fois plus vite que le point qui est à la distance moitié. D'accord. Donc les vitesses sont proportionnelles aux distances dans ce modèle. Et il n'y a pas de centre. Tout le monde s'éloigne de tout le monde. D'accord. Donc c'est assez simple à interpréter, ce truc. Comme je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est qu'en remontant le temps, eh ben, on va, à un moment, toutes les distances vont être à zéro, et c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Voilà. Donc ça, alors, cette proportionnalité, elle est donnée de façon très simple si on oublie ce terme. Si on n'a pas ce terme, c'est l'équation d'Einstein du début, juste le terme de gauche et le terme de droite, donne cette expansion avec une proportionnalité parfaite entre la distance et la vitesse. Alors maintenant, on regarde un peu plus en détail. Et vous voyez qu'ici, sur le graphique, là, il y a une ligne pointillée bleue. Alors, on ne la voit pas très bien parce qu'on n'a pas regardé de très près. Et ça serait justement ce que prédirait la relativité générale si on n'avait pas du tout de constante cosmologique. C'est-à-dire juste les deux termes du bout de l'équation. Et vous voyez que les points de mesure qui sont en rouge, eh ben, ils ne sont pas sur cette ligne. Ils ne sont pas exactement sur cette ligne. Et ça, c'est la grande découverte, disons, qui date d'il y a une vingtaine d'années. C'est que l'expansion s'accélère par rapport à si on n'avait pas de constante cosmologique. Alors évidemment, il suffit de soustraire le truc moyen pour voir ce qui se passe. Alors ici, ils ont soustrait en fait ce qui fit le mieux, ce qui marche le mieux avec le modèle, c'est-à-dire la présence d'une certaine constante cosmologique. Vous voyez qu'à ce moment-là, les points s'alignent parfaitement dessus. Et si on l'avait pas, ça serait ce que serait cette différence si on n'avait pas du tout de constante cosmologique. Vous voyez que les points de mesure maintenant sont très très loin. Il n'y a pas d'ambiguïté. On a besoin d'un terme comme ça pour décrire l'évolution de notre univers. Ces mesures sont difficiles, parce que mesurer les échelles de distance, enfin, nos amis qui font ça tous les jours, c'est difficile de mesurer les échelles de distance dans l'univers de très très loin, et c'est pour ça que c'est quand même assez récent d'avoir la précision suffisante sur les deux axes pour pouvoir se rendre compte de cette différence. Bon, qu'à cela ne tienne. Alors, si vous regardez l'équation ici, donc, on a besoin de ce terme, puisqu'il n'est pas nul, donc on en a besoin. Maintenant, si on le fait passer de l'autre côté, d'accord, et puis on dit, je veux voir le vide. Le vide, c'est j'ai pas de matière, donc le T mu nu qui est représentatif des énergies et des flux d'énergie de la matière.
Je le mets à 0. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois que la forme de l'espace-temps est est exactement donnée par lambda g mu nu, moins lambda g mu nu. D'accord? Et donc, c'est l'énergie du vide. C'est ce qui joue le rôle de l'énergie quand j'ai pas de matière. Donc, une interprétation très simple, c'est de dire, c'est l'énergie du vide. Okay. Donc, je l'interprète comme l'énergie du vide. Je mets le facteur de couplage kappa en facteur. D'accord? Je dis donc l'énergie du vide, bah, c'est lambda divisé par kappa, et voilà. J'ai remplacé juste le terme énergie de matière par autre chose. Et du coup, je calcule à partir des mesures. D'accord? Je mesure l'énergie du vide, la densité d'énergie du vide, et je trouve ce nombre. Alors, il est donné souvent dans des unités très compliquées de professionnels et tout, mais moi, je vous l'ai mis dans une unité normale, standard international, joule par mètre cube. 0,5, 10,9 joules par mètre cube. Un nanojoule, 0,5 nanojoules par mètre cube. Alors, un nanojoule, c'est pas si petit que ça, hein. C'est pas du tout un nanojoule. Alors, j'ai mis à trouver des exemples de nanojoules. C'est à peu près l'énergie pour faire 1000 additions dans un microprocesseur. Je sais pas comment j'ai calculé ça, mais ça doit être à peu près juste, un facteur 10 près, c'est ça. Donc c'est pas du tout c'est pas un truc, c'est pas 10,50, hein, c'est quand même bon. Et puis si on est physicien, bon, qu'on connaît E égale mc2, c'est à peu près 4 fois la masse du proton fois c carré. Donc c'est facile à se souvenir, l'énergie du vide, qui est d'ailleurs presque la densité d'énergie de l'univers, parce qu'on va voir que c'est majoritaire dedans, c'est 4 masses de protons par mètre cube. Ok. Alors, c'est pas négligeable, mais à petite échelle, ça n'a absolument aucune conséquence observable. Aucune. Par contre, à grande échelle, ça a une très très grande conséquence. D'abord, comme je viens de le dire, c'est 70% de la densité d'énergie moyenne de l'univers aujourd'hui. Donc c'est dominant dans la densité d'énergie de l'univers. Ça a une propriété très curieuse, c'est que vous avez vu dans l'équation, c'est constant, donc tout ça va varier, la courbure, la densité d'énergie quand l'univers s'expand va varier, le gaz va se diluer, mais pas cette constante. C'est une constante par définition, c'est une constante. Donc c'est une densité d'énergie qui est constante et qui ne dépend pas de la taille. C'est pas de la matière. Hein. Si vous vous diluez l'univers, ce truc se dilue pas. C'est toujours un nanojoule par mètre cube. Et donc, la proportion de ça par rapport à la densité de matière évolue. D'accord? Donc l'univers, dans le temps, quand il était très concentré, était dominé par la densité de matière. Aujourd'hui, c'est du même ordre de grandeur, c'est un peu 70%, mais c'est pas un gros facteur. Et puis, dans un avenir très, très, très lointain, ça dominera complètement la densité d'énergie de l'univers. Complètement. La matière sera négligeable par rapport à ça. Voilà. Donc, la promesse est tenue. J'ai le titre de la conférence, quelle est l'énergie du vide? Bon, j'ai demandé à Einstein, là, à 26 ans, et j'ai la réponse 0,5 nanojoules par mètre cube. OK, bon, on arrête là. Ben non, on n'arrête pas là parce que il se passe des choses dans le côté quantique, et en particulier côté théorie quantique des champs, que j'ai représenté par ce monsieur qui est Richard Feynman, qui appréciait énormément les bongo drums. Bon. Voilà. Alors, il faut revenir un peu à la théorie quantique des origines, puis je voudrais faire un petit éclairage sur un point particulier, même de la théorie quantique, sans théorie des champs. Bon, vous savez tous, la théorie quantique des origines, le modèle de l'atome, on passe d'un modèle, disons, qui n'a pas existé longtemps, mais planétaire à un truc flou. Hein, il y a des orbitales, les électrons il y a un nuage électronique, un nuage de probabilité autour d'un noyau, etc. Par contre, les énergies sont bien déterminées. Hein, ces nuages électroniques sont sur des couches qui ont des énergies très déterminées et les transitions entre deux couches se font par l'émission de photons d'une longueur d'onde précise et c'est ça qui explique en particulier donc les couleurs. Par exemple, les éclairages à vapeur de sodium, c'est l'arrêt du sodium entre deux couches du sodium. Bien. Une fois que tout ça, si on excite un atome, en le chauffant par exemple, il redescend, les électrons redescendent sur des niveaux les plus bas possibles, et puis à un moment, ils s'arrêtent là où ils peuvent, et c'est ce qu'on appelle l'état fondamental. Ah, ça c'est une notion intéressante, parce qu'à priori, le vide, c'est quand même un état fondamental de quelque chose, quand on a tout enlevé. Alors un petit éclairage sur l'état fondamental en théorie quantique. Donc si on est en théorie
classique, l'état fondamental, au repos, l'état d'énergie minimale, ce qu'on veut. Et puis on a un potentiel, ça peut être n'importe quoi, une balançoire, ce que vous voulez, un ressort, et on l'excite, on laisse un truc dedans. Bon, il va dissiper, hein, il y a des frottements, il dissipe ce qu'il peut, et puis à la fin il s'arrête, et il s'arrête au minimum du potentiel. Il bouge plus, sa vitesse est nulle, et sa position est fixe. Alors en quantique, ben, si vous faites la même chose, il va dissiper aussi, mais il va s'arrêter dans un état dit fondamental, mais à cause des relations d'incertitude, il ne peut pas être comme ça. C'est-à-dire, on ne peut pas définir en même temps la position et l'impulsion. Donc, il ne peut pas être immobile à vitesse nulle. C'est pas possible. Donc, l'état fondamental, c'est un truc qui n'est pas au fond du potentiel, il a une certaine énergie, et puis là-dedans, il y a encore un nuage de probabilité des positions. Vous allez voir que c'est important parce que déjà, on sent là que le vide, il va arriver des trucs compliqués, puisque le vide, c'est pas le niveau d'énergie la plus basse des potentiels en présence. Donc là, on était dans la théorie quantique normale, non relativiste, et évidemment, rapidement, les gens se sont dit, mais comment on peut mélanger les deux en prenant en compte la relativité restreinte, et en particulier, que faire du champ électromagnétique, des photons, puisqu'il faut, évidemment, il faut une théorie relativiste. Alors après avoir cherché un moment comment on pouvait biduler la théorie quantique pour décrire la relativité restreinte, les gens se sont rendus compte qu'il fallait abandonner des choses très très importantes, comme le nombre fixe de particules. Ça, c'est vraiment le truc central de la théorie quantique des champs, c'est on abandonne le nombre fixe de particules. Et vous le savez, dans les collisions, on y reviendra, mais dans les collisions de particules, c'est plus du tout des boules de billard où vous retrouvez à la fin les mêmes boules de billard que vous avez mises au début avec des éléments cinétiques près. Vous changez la nature des particules. Vous en rajoutez, vous en enlevez. Donc ce qui était par la mécanique quantique de base, une particule onde, hein, de Broglie, une particule onde, devient un champ. Et un champ, c'est quoi? C'est partout dans l'espace et dans le temps, un genre d'oscillation entre une particule et pas de particule. D'accord? Vous avez appliqué à la simple présence d'une particule le même genre de raisonnement, ça s'appelle la deuxième quantification, que ce qu'on a fait aux variables cinématiques de position ou de vitesse. Donc partout dans l'espace, vous avez la possibilité d'une particule et ça oscille tout le temps entre pas de particule, une particule, pas de particule. Donc c'est un dessin très naïf, mais qui n'est pas si loin de ce qu'on se représente en théorie quantique des champs. Alors, évidemment, si pour voir cette chose, cette structure, il faut mettre de l'énergie à un point, à un moment donné. À ce moment-là, vous allez sonder ça et voir que, ah oui, là, il y avait le potentiel pour faire une particule. Et c'est ça qui se passe, par exemple, dans nos collisions à haute énergie au LHC. Il faut pas croire que quand on fait cogner deux protons, on retrouve vous savez, ça fait beaucoup de particules, vous avez vu toutes ces images avec plein de particules secondaires. Les particules qui sont issues de la collision ne sont pas les constituants du proton, pas du tout. On ne peut pas dire qu'ils étaient là. Le constituant du proton, ça peut être des quarks, un peu des gluons, mais il sort plein d'autres choses. Il peut sortir des bosons de Higgs, par exemple, ou Z0, comme sur cette image, d'accord. Donc, les particules secondaires sont des particules créées à partir du vide par l'énergie de collision. C'est-à-dire, c'est la réalisation ultime de E égale mc2. Vous avez de l'énergie mise à un endroit précis, à un temps précis, qui va exciter le vide de cette façon-là, et tac, si vous avez assez d'énergie, vous créez une particule à partir du vide. C'est ça qui se passe dans une collision à haute énergie. Bien. Alors, est-ce que ça marche? Parce qu'on a été quand même très loin. Vous voyez, on a abandonné des trucs très, très fondamentaux, comme le nombre de particules. Est-ce que ça marche? Ben oui. C'est pour ça qu'on était si content et qu'on l'utilise depuis si longtemps, 100 ans. Hein. Donc, la première passe, c'est vraiment de cette façon de voir les choses, Dirac, en 1928, va prédire l'existence d'antimatière. Ça, c'est complètement... Ça sort du chapeau. Il n'y avait aucune idée qu'il pouvait y avoir de l'antimatière. Il y avait déjà des particules, des alphas, des choses comme ça, mais de l'antimatière, ça sort complètement de la théorie à partir de ces bases que je viens de décrire. Et c'est très vite confirmé par la découverte du positon en 1932, et par exemple, la production de paires et plus et moins, ça c'est un cliché de chambre à bulles très très où un photon se transforme en un électron et un positron qui tournent dans des sens inverses dans le même champ magnétique à cause de leur charge opposée. Ok, voilà.
Bon, la haute énergie, bah, c'est tout le modèle standard d'aujourd'hui, hein, qui est la théorie quantique des champs, cette théorie bizarre, et la base théorique de tout le modèle, les particules, les interactions, les structures, avec beaucoup de succès. Depuis qu'on l'a mise en route, on a progressivement prédit l'existence des particules WZ qu'on a trouvé au CERN, du quark top qu'on a trouvé à Fermilab, du boson de Higgs, et tout ça, ça a été confirmé au fur et à mesure parfaitement. Et puis surtout, aussi, enfin, en même temps, à basse énergie, dans le domaine de la précision, c'est une théorie qui est extraordinairement, une théorie quantique des champs, extraordinairement prédictive. Le moment magnétique de l'électron ou de certains effets fins dans les atomes qu'on sait calculer théoriquement et on a un accord entre les mesures expérimentales qui sont aussi devenues très 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 précises et les calculs au niveau de typiquement une partie par 10 milliards, genre de grandeur typique de la précision de ces mesures. Et c'est pas 1.000, c'est 1.0135, enfin des nombres très qu'il faut on n'a vraiment pas d'autre façon de prédire ces, ces quantités que d'utiliser la théorie quantique des champs. Et elle marche extrêmement bien. Voilà, donc il faut bien se dire ça, c'est pour ça qu'on y tient autant. Alors le vide, le vide est devenu très complexe, disons. Le vide, c'est plus du tout un truc simple. En fait, il contient tous les champs possibles à l'état dit virtuel. C'est ce que j'ai essayé de figurer. Bon, je reprends le même dessin très naïf de la dernière fois, mais j'ai mis des couleurs différentes parce que tous les champs, tous les types de particules que vous avez mis dans votre modèle, dans votre Lagrangien, vont exister à l'état virtuel de potentialité dans le vide. Donc ça, c'est de la vision naïve Bruno, là. Et à droite, c'est la vision normale qu'on utilise pour décrire les interactions en théorie des champs, ce qu'on appelle des diagrammes de Feynman, où on sait propager un électron, propager un photon, créer des paires électrons-positons, etc. Donc tous ces processus sont potentiellement utilisables dans le vide. Et c'est ça qui fait la puissance de la théorie, c'est ça qui va faire la précision sur les moments magnétiques, c'est que comme on a beaucoup de degrés de liberté, on peut calculer extrêmement finement des corrections voilà. Alors le problème, c'est que ça, comme toutes les choses très puissantes, ça a les problèmes de ça, que ça, la puissance a engendré. D'accord. C'est-à-dire que ce vide, plein de potentialités, il est extrêmement susceptible. Et donc, on trouve beaucoup d'infinis dans les calculs. Très très rapidement, on trouve des infinis dans les calculs. Les gens s'en sont rendus compte tout de suite. Par exemple, voilà, c'est les diagrammes de Feynman, mais on peut les interpréter facilement. Là, j'ai essayé de décrire un électron qui se propage dans le vide. Donc bon, il se propage dans le vide, mais il peut exciter du vide un photon, d'accord, temporairement, à condition de le réabsorber assez vite pour que les lois d'incertitude de la mécanique quantique permettent de faire ça. Dieu ni connu, là, hop, vite fait. Et puis des choses plus compliquées. Donc, si vous voulez, la propagation d'électrons excite le vide localement d'un tas de façons de plus en plus compliquées. On peut complexifier ces diagrammes à l'infini. Et si on fait le calcul, donc un électron, donc c'est plus du tout un électron tout seul. Il a un cortège qui se propage dans le vide là avec lui. Et si on fait le calcul, c'est pas compliqué, on trouve une masse de l'électron qui est infinie tout de suite. Parce que comme il a beaucoup de cortèges, si vous voulez, il devient très très encombrant et il a beaucoup de mal à se propager dans le vide et donc il a une masse qui est infinie. Et pour ça, on a mis au point, évidemment, sinon on aurait tout de suite abandonné la théorie, ça aurait eu aucun intérêt. Mais très vite, les gens se sont rendus compte qu'on avait au point, on pouvait mettre au point un artifice qui s'appelle une méthode, c'est une méthode, qui s'appelle la renormalisation, qui est un procédé mathématique qui en fait fait du sens, qui est assez logique, c'est-à-dire OK, on ne peut pas prédire la masse de l'électron. On va trouver l'infini. Mais on peut mesurer la masse de l'électron. Si j'arrive à intégrer tous ces trucs virtuels dans la masse de l'électron mesurée, d'accord, et à découpler ça, une variable mesurée, du reste que je cherche à comprendre, eh ben, ma théorie va fonctionner, d'accord. Alors on peut montrer que justement ce procédé existe, c'est-à-dire à condition de regrouper tous les infinis dans les masses mesurées ou dans les couplages mesurés, tout le reste, on peut le prédire.
Et c'est ça qui fait le succès de la théorie. C'est-à-dire, si je connais la masse de l'électron et que je connais la masse du proton, je peux calculer les niveaux d'énergie et tout ce qui s'ensuit de l'atome d'hydrogène avec une précision extrême. J'ai pas prédit la masse de l'électron, j'ai pas prédit celle du proton, mais par contre, une fois que j'ai regroupé tous ces infinis dedans, je peux faire toute la physique qui m'intéresse. Voilà. Alors, le modèle standard de la physique des particules élémentaires est basé entièrement sur ce système, théorie quantique des champs, renormalisation. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, ça marche bien. Et la dernière découverte du modèle standard, de particules qui a été prédite et qui a été trouvée, exactement comme prédit, c'est le boson de Higgs qu'on a trouvé en 2012. Alors, l'ingrédient essentiel, c'est que ce modèle est renormalisable, c'est-à-dire qu'on a pu prouver, c'est Toft en particulier en 1974, qui prouve que la structure théorique qu'on a dans le modèle va permettre de concrétiser cette méthode. C'est-à-dire que tous les infinis vont être regroupés, on ne sait pas trop comment, mais dans des masses qu'on peut mesurer. Et après, tous les processus, les interactions et tout ça, on saura les calculer à partir de ces paramètres. Voilà. Alors, parmi les confirmations du modèle standard, bon, je ne vais pas m'étendre sur ce diagramme, mais c'est la masse du quark top, la masse du boson W. En bleu, c'est la fonction de ces deux choses-là pour une masse de Higgs égale à celle qu'on a mesurée. Et donc, le fait que la masse mesurée, donc du W, c'est la bande jaune ici, la masse du top, c'est la bande jaune verticale, le fait que l'ellipse bleue tombe quasiment sur le croisement de ces deux-là, c'est entièrement dû au fait qu'on sait renormaliser ce modèle. Sinon, il n'y a aucune raison que la masse du X soit liée à ces deux variables comme elle l'est là. D'accord? Donc, on interprète ça comme un grand succès de cette méthode de théorie quantique des champs et la renormalisation. Voilà. Alors maintenant, OK, on a tout ça, quelle est l'énergie du vide? On va quand même se poser cette question en théorie quantique des champs. On pourrait se dire, bon, il n'y a plus qu'à la calculer et la comparer à ce qu'on a trouvé à l'échelle cosmologique. Alors, quand on fait ça, on voit rapidement, j'ai quelques petites remarques un peu personnelles, c'est que donc on va essayer de trouver, donc tous les petits oscillateurs, il va falloir les intégrer les énergies de ces oscillateurs. On voit qu'il y a tout de suite un problème, c'est que dans le vide, ils sont très très peu contraints. Le vide, il n'y a pas de référentiel, il n'y a rien du tout. Donc, on a très peu de contraintes extérieures. D'accord? Alors que dans une interaction, on sait ce qu'on a préparé comme état initial, ce qu'on voit comme état final, ça va fixer quand même. Et donc, ça va permettre plus facilement d'aller mettre les infinis sous des masses ou des couplages. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc, ils oscillent dans tous les sens. Donc, par exemple, si on veut intégrer, alors on prend des boucles comme ça, c'est-à-dire un électron qui fait un positon et un positon qui se crée dans le vide puis qui se recombine. Et oui, pour avoir n'importe quelle énergie. Alors, jusqu'à où on doit intégrer leur énergie? Alors, ce qu'on voit souvent dans la littérature, enfin, dans la vulgarisation, c'est, on ne sait pas jusqu'où intégrer. Alors, on va aller vraiment au maximum, c'est-à-dire là où la théorie perd son sens. Et en général, on dit, c'est ce qu'on appelle l'énergie de Planck. Comme on n'a pas de théorie quantique de la gravitation, on va intégrer jusqu'au moment où la gravitation devrait intervenir. Et ça, on sait quand ça devrait être. C'est ce qu'on appelle la masse de Planck. Bon, c'est assez facile. C'est essentiellement la masse qu'on peut calculer par des raisonnements dimensionnels à partir de h bar, de c et de la constante de Newton. Racine de h bar c sur g. Et donc, ça vaut 10 puissance 19 G, c'est une valeur absolument gigantesque. Et donc, on va intégrer ces oscillateurs, là, on va intégrer leur fréquence, leur énergie, jusqu'à une énergie de 10 puissance 19 G sur C, 2. Et ça nous donne une première estimation de l'énergie du vide. Alors bon, là, il faut faire un tout petit peu de calcul pour voir que ça va comme l'énergie où on a arrêté, puissance 4. Et puis, les facteurs qui vont bien, alors d'habitude, on ne les voit jamais, donc je vous les ai mis pour C5 sur H bar cube. OK, donc masse de Planck puissance 4, et je calcule tout ça, et je trouve 10 puissance 122 nanojoules par mètre cube. Donc, la valeur mesurée, c'est 0,5. Bon, ça fait bizarre, mais on se dit, bon, là, c'est ce qu'on voit partout, ça. Le 10 puissance 122, vous voyez ce facteur 10 puissance 122 dans la littérature, donc évidemment, ça pose un problème, mais en fait, on n'a pas fait les choses sérieusement. Et ça, c'est pour chacun des champs présents. On n'a pas vraiment essayé, on n'a pas même renormalisé, on n'a rien fait. Alors, essayons. Ah, si, quand même, une remarque, c'est que
avec autant d'énergie, on pourrait espérer en tirer quelque chose. Ben non, on peut pas en tirer quelque chose parce que on peut tirer de l'énergie que d'un système où on a deux potentiels différents. D'accord. Si c'est le même potentiel partout, on peut pas en tirer d'énergie. Hein, pour tirer de l'énergie du système, il faut une différence de niveau de potentiel, ce que j'ai marqué là. De ça, vous pouvez pas turbiner d'un vase à l'autre. Vous pouvez turbiner que s'il y a une différence de potentiel. Donc ça, c'est pour ce qui nous entoure. Bon, bah, peut-être que le niveau de l'énergie du vide est extrêmement grand, mais ça nous gêne pas tellement. Hein, on n'en verra rien, et voilà. Alors, en relativité générale, comme vous vous souvenez de l'équation d'Einstein, c'est pas le cas du tout. C'est pas des différences qu'il y a. Ce qui contribue à la courbure, c'est directement l'énergie du vide. L'énergie de la matière, mais dans le cas présent, de l'énergie du vide. Donc, c'est pas une différence. Ça contribue en valeur absolue. Donc, ça vaut vraiment la peine d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette énergie. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Eh ben, on peut faire mieux. Et c'est peu abordé. Moi, j'ai trouvé ça, c'est très bien expliqué dans un papier de Jérôme Martin, par exemple, dont j'ai les références. En faisant un traitement plus soigneux de chacun des champs et en essayant d'appliquer la méthode de la renormalisation. En fait, on s'aperçoit que pour une particule de masse m, elle va contribuer à l'énergie du vide encore à la même puissance, d'accord, 4, mais c'est sa masse à la puissance 4 et pas une masse de Planck ou un truc comme ça. Donc c'est beaucoup plus la masse de la particule puissance 4. Alors là, il y a aussi un truc qui est intéressant. On n'a pas trop su quoi en faire, mais c'est quand même intéressant. C'est que la contribution est positive pour un boson et négative pour un fermion. Vous savez qu'il y a deux types de particules. Les constituants sont tous des fermions, mais les particules qui transmettent les interactions, comme le W, le Z, les gluons, le Higgs, sont des bosons. Alors, la contribution a un signe différent si c'est un boson ou un fermion. OK. Donc, si on prend la particule la plus lourde du modèle standard, c'est le quark top, qui est un constituant, le dernier découvert, 173 GeV. Et puis, on regarde qu'est-ce que ça fait avec les bons facteurs. Alors, on a gagné un énorme facteur par rapport à l'estimation précédente. Par rapport à masse de Planck, on a gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on reste quand même à 10 puissance 55 nanojoules par mètre cube. Alors, on a quand même gagné beaucoup, hein, par rapport à 122, c'est mieux. Donc, si on somme, on somme bêtement les particules du modèle standard, leur contribution. Donc, on trouve que, alors le top, c'est un fermion, donc il va faire moins. Le Higgs, qui vient juste après, 125 GeV, il va faire plus. Le W et le Z, ils sont 80, 90 GeV, il va faire plus, c'est des bosons. Puis le quark B, il fait moins, d'accord? On somme tout ça. Bon, comme les masses sont pas du tout les mêmes, ça se compense pas du tout et ça fait toujours un truc du même ordre de grandeur de 10 puissance 5 nanojoules par mètre cube. Bon, il y a un détail que j'ai mis là pour les gens qui sont un peu plus spécialisés, c'est-à-dire en fait, il y a aussi des contributions qui viennent par exemple de la brisure de vide électro-faible dans le système de Higgs, qui est aussi du même ordre de grandeur, et puis il y a aussi encore des histoires de brisure de symétrie avec QCD qui est un peu plus faible. Enfin, il n'y a aucune raison de penser que toute cette somme est bien inférieure à aucun de ces termes, qui sont à peu près 10 puissance 5 nanojoules par mètre cube. Donc voilà. D'un côté, vous avez la relativité générale qui prédit l'énergie, qui mesure, non, si on accepte la relativité générale, les mesures cosmologiques donnent une mesure de l'énergie du vide, 0,5 nanojoules par mètre cube. De l'autre côté, l'énergie du vide en théorie quantique des champs, qui marche si bien dans notre modèle standard, c'est 10 puissance 46 joules par mètre cube. Voilà, donc 55 ordres de grandeur de différence. À ma connaissance, on ne sait pas faire mieux que ça pour rapprocher les deux nombres. Donc c'est la pire incohérence jamais vue en physique entre théorie et mesure. Il faut quand même pas se voiler la face, c'est vraiment un problème énorme. Bon, en passant, la valeur calculée là, en quantique, elle est absurde. Si vous prenez le modèle cosmologique et que, au lieu de la valeur mesurée, vous remplacez la constante cosmologique par cette valeur-là, il y a tellement de densité que l'univers, il a même pas le temps de s'expandre. À peine il est né, pouf, il se contracte et c'est fini. Donc on n'est même pas là pour en parler. Donc il y a vraiment un problème dans ce calcul. Maintenant, c'est quand même très difficile, j'essaie de vous en convaincre, d'abandonner la théorie des champs, parce qu'à petite échelle, elle marche extrêmement bien. Donc on en a un peu là. Donc, autant vous dire, j'ai pas de solution, sinon j'aurais le prix Nobel depuis longtemps. Donc, je peux vous donner quelques pistes des solutions
Donc les gens travaillent beaucoup, les théoriciens travaillent énormément sur ce problème. Donc la solution type physique des particules. On prend le problème par un bout. Alors ça peut être un ajustement fin. Vous avez vu qu'il y a des termes quand même qui ont des signes un peu différents. Bon, alors on connaît pas bien tous les termes. Je vous ai dit, il y a des trucs après de vide un peu compliqués. Et on dit, bah, par miracle, ces termes se compensent avec une extraordinaire précision. Parce que pour compenser des termes de 10 puissance 55 avec une précision de l'unité, il faut y aller. Il faut vraiment, c'est plus du fine-tuning, c'est, voilà. Bon, c'est possible, hein, mais c'est un peu difficile à avaler pour un physicien. Il y a un argument qui a été beaucoup utilisé ces derniers temps. Okay, bon, on baisse les bras, hein, on a arrêté, c'est un peu la fin de la physique. Hein. C'est l'argument dit anthropique, comme avec ANTH, comme l'homme, hein, anthropos. C'est-à-dire, c'est les multivers. Certaines théories prédisent des multivers, des très très grandes quantités, nombre d'univers. Dans la littérature, on trouve de 10 puissance 500, j'ai même trouvé un papier avec 10 puissance 10, puissance 10, puissance 7 univers. C'est beaucoup, hein, c'est un très 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 grand nombre. Puis dans chaque univers, les constantes de la physique sont ce qu'elles sont. Bon, il y en a bien un où ça se compense. Et ce qui nous permet d'être là pour en parler. Alors, je trouve que c'est un peu une tautologie. Bon, à moins qu'on arrive à démontrer que cet univers-là est privilégié, mais sinon, on va dire, on est juste dans celui qui match. C'est pas très satisfaisant. Alors, en dehors des trucs d'ajustement fin un peu par hasard, il peut y avoir des compensations liées à une bonne raison. Donc là, la théorie qui est évoquée depuis très longtemps pour résoudre ce problème s'appelle la supersymétrie, où chaque boson a un fermion partenaire et vice-versa. Donc chaque particule a un partenaire exactement de la même masse dans la version la plus standard de la supersymétrie. Et donc là, les compensations, elles sont dues à une bonne raison, une symétrie. Ça, on préfère toujours ça en physique, les compensations entre des grands termes qui ne sont pas dues au hasard, mais à une symétrie. Donc ça se compense exactement comme on l'a vu, hein, avec les signes. Alors l'idée est très jolie. L'ennui, c'est que on n'a jamais observé la supersymétrie, c'est-à-dire les partenaires supersymétriques des particules connues de les standards, on les a jamais vus. Et donc, a priori, elles ont certainement pas la même masse, sinon on les aurait vues. D'accord. Ce qui veut dire que cette symétrie est brisée, comme beaucoup de symétries dans la nature, mais malheureusement, la contribution à l'énergie du vide, elle va être de l'ordre de grandeur de la masse de brisure, évidemment. Si j'avais des masses exactement égales entre super partenaires, la compensation serait totale. Mais si je les mets un peu différentes, la compensation va être de l'ordre de grandeur où le super partenaire est différent du partenaire normal. Par exemple, si j'ai un stop, un quark super stop, ça va être à peu près de l'ordre de grandeur du top ou du stop. C'est-à-dire on retombe sur les mêmes ordres de grandeur qu'avant. Donc en fait, on n'a pas vraiment résolu le problème. Bon, c'est une piste, mais on n'a pas réussi à lui donner une valeur correcte. Bon, alors, est-ce qu'il y a des solutions côté gravitation? Alors, il y a beaucoup de relativistes. J'ai des collègues relativistes qui veulent même pas entendre parler de la mesure, du calcul du vide en théorie quantique des champs. Donc, leur position, ça va de c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit, oui, d'accord, mais c'est difficile à soutenir parce qu'il y a quand même toutes ces mesures fines dans les atomes. Par exemple, le Lamb shift, le décalage de Lamb dans un atome, c'est exactement la même origine. D'accord. Le décalage est dû absolument aux fluctuations du vide, c'est-à-dire la sensibilité du vide, exactement comme je vous l'ai expliqué, et le fait que les interactions entre les électrons et le noyau ressentent ce vide, l'excitent, et ça fait un tout petit décalage, mais qui est mesuré avec une énorme précision et qui est mesuré à la valeur correcte. D'accord. Alors, c'est difficile de jeter ça. Alors, dans la littérature, vous voyez aussi très souvent l'effet Casimir qui intervient dans cette histoire et, à mon sens, c'est un cas tout à fait particulier qu'à prendre avec des pincettes. Quelqu'un a posé la question, je serais ravi de revenir. J'ai un slide pour vous dire ce qu'il en est, mais à mon avis, c'est pas du tout convaincant comme argument dans le débat. À mon avis, c'est à côté du débat. Bien. Alors, si c'est pas une vue de l'esprit, on pourrait dire les fluctuations du vide, le vide quantique, ne gravitent pas. Alors, oui, non, c'est très difficile parce que on peut montrer assez facilement que dans les noyaux, par exemple, il y a une fraction tout à fait
Enfin, dans notre modèle des noyaux, c'est toujours des modèles, mais dans notre modèle des noyaux, ce qu'on comprend des noyaux, il y a une fraction pas du tout négligeable qui est due aux fluctuations du vide. Plusieurs pourcents. Bon, ça, il faut faire un peu de physique des noyaux, mais on voit qu'il y a plusieurs pourcents qui sont dus exactement à ces fluctuations, qui ont de l'énergie et donc qui contribuent à la masse des noyaux. Or, les mesures de chute libre avec différents éléments, ça s'appelle des tests du principe d'équivalence, hein, c'est le truc de la tour de Pise, là, une bille en fer et une bille en cuivre ou d'un alu, ça tombe à la même vitesse, avec la même accélération, disons. Alors ça a été maintenant poussé à l'extrême dans les satellites comme microscope qui donne un test du principe d'équivalence à 10-15 près. D'accord. Donc si les fluctuations d'énergie du vide contribuent à plusieurs pourcents, elles sont complètement différentes dans les noyaux différents à cause des structures des noyaux. Il n'y a aucune raison que ce soit les mêmes exactement à 10-15 près. Donc elles gravitent. Elles participent à la masse qui participe à la chute libre, et donc elles gravitent, ces fluctuations. Donc on ne peut pas dire qu'elles sont découplées de la gravitation. Alors on sait qu'à l'échelle cosmique, elles ne vont pas être couplées autant que ce qu'on voudrait, mais on ne peut pas dire non plus qu'elles ne sont pas couplées du tout. Et puis alors la solution radicale, c'est de modifier la théorie mère côté gravitation, c'est-à-dire la relativité générale. Donc il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Alors ils essaient des théories à graviton massif ou des théories avec bimétriques, c'est-à-dire avec deux métriques d'espace-temps. Et pour le moment, il n'y a personne qui a réussi à la fois à reproduire les mesures de la constante cosmologique et une vague idée pourquoi les théories quantiques euh, ne produiraient pas des valeurs aussi élevées que ce qu'elles donnent dans le modèle standard. Alors après, il y a plein de solutions qui mélangent un peu tout, les théories du tout. Bon, évidemment, tout le monde pense que le mur, c'est qu'on n'a pas de théorie quantique de la gravitation, et donc les deux descriptions sont fondamentalement incompatibles. D'accord. Donc il y a un truc qu'on n'a pas compris là, basique. Donc il y a beaucoup de propositions. Vous avez entendu parler de théorie des cordes, de dimensions supplémentaires, invariance d'échelle, gravité émergente, tout ça, et les mélanges de tout ça. Donc ça, je suis pas théoricien, c'est une autre conférence. Mais quand même, aucune pour le moment n'a réussi à résoudre ce paradoxe entre les deux calculs, enfin la mesure et le calcul, et en tenant compte quand même de toutes ces mesures fines, extrêmement bien satisfaites par la théorie des champs à petite échelle. Voilà, donc j'ai terminé. J'espère avoir attiré votre attention sur le fait que bon, la relativité générale est très très bien vérifiée. Ces observations cosmologiques affinent la mesure de la constante cosmologique. Il y a même, vous avez sûrement entendu parler dans les médias, j'ai aussi un slide là-dessus, si ça vous intéresse, que elle serait peut-être pas constante, la constante. Bon, ça, c'est très récent et bon, encore, il faut affiner. Hein. Mais enfin, bon, en gros, c'est quand même vrai. Hein. Et puis, la théorie quantique, elle est aussi de mieux en mieux connue. Le modèle standard, il est complet maintenant. On a ajouté le boson de Higgs, donc on a une théorie qui est très, très esthétique. Et les deux visions restent totalement incompatibles. Ça se voit dans pas mal de domaines, mais l'énergie du vide, c'est vraiment le symbole même parce qu'on arrive à le quantifier. L'incompatibilité, on pourrait retenir, non pas 122 ordres de grandeur, comme on dit souvent, mais au moins 50, 55 ordres de grandeur, qui est quand même une horreur pour un physicien. Voilà. Donc, merci d'être venu m'écouter. Merci Bruno. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle. J'ai pas bien compris pourquoi vous avez rejeté l'effet Casimir, qui me semble quand même vraiment quelque chose d'expérimental. Voilà. Alors, mauvaise Voilà, l'effet Casimir, c'est la première slide de backup, évidemment, parce que je m'attendais. Merci de me donner 5 minutes de plus que le temps pour... Alors, voilà. Très souvent, trop souvent, à mon sens, présenté comme la conséquence ou la preuve de l'existence d'un vide quantique qui est actif, c'est-à-dire un vide qui serait pas... Voilà. Donc l'effet Casimir, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on prend deux plaques conductrices parallèles et on voit, on a prédit, et puis maintenant on a mesuré, qu'elles s'attirent par une force qui, par unité de surface, est donnée par cette formule extrêmement simple, pi2 sur 240, h bar 6 sur L4. Ça dépend aussi de la puissance quatrième de la distance. C'est une force qui est toute petite, si on fait les calculs, mais qui est mesurable et maintenant qui est très bien mesurée.
Alors, en général, on dit quoi? On dit c'est les fluctuations du vide, le fameux vide qui fluctue donc des deux côtés de ces deux plaques, mais entre les plaques, les conditions limites données par les plaques conductrices font que certains modes d'oscillation sont supprimés, leur énergie est supprimée, et donc il y a plus de pression à l'extérieur qu'à l'intérieur, puisqu'il y a plus de modes à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est simple, et ça marche. Cette interprétation marche bien. On peut faire le calcul en théorie quantique des champs, et ça marche. Mais si on regarde un peu les discussions des spécialistes là-dessus, il y a une autre interprétation possible, qui en particulier a été sortie par Jaffe, qui est un très très bon physicien, c'est de dire, bah, moi je prends deux plaques comme ça, dedans, bah, une plaque conductrice, c'est quoi? C'est des charges plus fixes et puis des charges moins qui se baladent, d'accord, dans un métal. Et ces charges, bah, si vous avez des fluctuations de polarisation à l'intérieur du métal, c'est-à-dire les charges moins sont un tout petit peu décalées des charges plus, ça influence la plaque d'à côté, et vice-versa. Et puis, c'est un calcul tout à fait identique, enfin similaire aux forces de Van der Waals entre deux molécules ou entre deux atomes. Vous avez deux molécules, deux atomes dipolaires, d'accord? Chacun fluctue un peu à cause des fluctuations quantiques. La fluctuation d'un des dipôles induit une polarisation de l'atome d'à côté, qui est dans les deux sens, que ce soit une fluctuation dans un sens ou dans l'autre, ça attire, d'accord? Vous faites le calcul, et ça, c'est une force de Van der Waals qui varie entre deux dipôles comme un sur des cubes, je crois. Et donc, Jaffe fait le calcul. Alors, il ne prend pas du tout de théorie quantique des champs, il fait exactement ce calcul-là, il calcule. Alors, c'est quantique, hein, parce que les fluctuations dans chaque plaque ça doit fluctuer. Ça ne peut pas être à la valeur moyenne. Ça fluctue, ça induit une fluctuation sur la plaque d'en face et vice-versa. Et il retrouve exactement le même résultat, sans invoquer le vide entre les deux. Du tout. D'accord? Ou de dire que c'est la preuve de l'existence du vide quantique. Bon, alors en fait, ce qui s'est passé, si j'ai 2 minutes, une anecdote en fait, parce que Casimir, c'était un des étudiants de Bohr, et il s'intéressait pas du tout à ça, il s'intéressait aux forces de Van der Waals. Il essayait de calculer la force de Van der Waals entre un atome, une molécule, et une paroi. Alors ça, il a trouvé que c'était très très compliqué. Il s'est dit, bon, bah, je vais prendre un cas plus facile, ce qui est deux parois, c'est moins symétrique. D'accord? Donc il a commencé à calculer ça, et là, Bohr lui a dit, ah ben non, mais attends, moi ça me rappelle un truc, si tu le fais en interprétant comme l'état d'un vide entre les deux, le calcul va être beaucoup plus simple. Donc en fait, c'est un peu mal entendu en fait. Hein. Il était parti pour calculer une force de Van der Waals. Bohr s'est rendu compte que c'est exactement le même calcul que le calcul de théorie quantique des champs, parce que c'est exactement la même chose. Il y a une fréquence de coupure, si on regarde les forces de Van der Waals, il y a une fréquence de coupure qui est due au métal, et effectivement, bah, il n'y a plus de photons échangés, alors des photons tout à fait normaux échangés entre les deux plaques, et du coup, il y a une force entre les deux. Il a dit, bah, ça c'est plus facile de le calculer dans le formulaire de théorie quantique des champs, c'est exactement le même calcul. Et après, c'est devenir la force de Casimir. OK, jusque-là, il n'y a pas de problème, le résultat est correct. Mais l'interprétation à dire c'est une preuve de l'existence et du fait que c'est une chose concrète, le vide quantique, je crois que cette interprétation, elle est largement surfaite. Il n'y a pas besoin. D'accord. Voilà. Par exemple, alors, une autre remarque pour les fans de l'effet Casimir, vous voyez qu'ici, on voit plus de constante de structure fine alpha. Ça, alors, c'est extraordinaire, il y a une force. Elle dépend plus. Par exemple, si je mets alpha à 0, j'ai toujours la force. Formidable. Le vide lui-même, il est magique. Il attire les plaques. Le vide attire les plaques. Mais c'est complètement faux. Si on fait le calcul proprement avec des modèles de métaux, bien sûr que ça dépend de alpha. C'est proportionnel à alpha quand alpha est tout petit. Et après, ça sature. Ça arrive. Ça sature. Ça n'en dépend plus dans la limite où alpha est grand, en fait. Parce qu'il y a c'est très bête, il y a une compensation entre la fréquence plasma du métal, la profondeur de pénétration des ondes qui dépend aussi de alpha. Et je trouve que quand on fait le calcul des puissances de alpha, bah, on trouve que ça, pour alpha grand, devant les quantités microscopiques du métal, ça se sature. Vous voyez, donc il n'y a rien de magique dans l'effet Casimir, et je trouve que bon, il faut être très prudent pour dire, voilà. Alors, ceci dit, il y a quand même une expérience en cours de montage pour peser une cavité Casimir, c'est-à-dire ils veulent voir
Si j'ai un système avec deux plaques, je le pèse dans le champ de gravité terrestre, puis je rapproche les plaques, donc je vais avoir plus d'énergie Casimir, et donc la cavité va avoir plus de modes supprimés, d'accord? L'énergie est négative, et donc la cavité elle va flotter, elle va avoir une force d'Archimède qui fait flotter la cavité quand les plaques sont proches. Donc ils veulent mesurer ça. À mon avis, il y a très très peu de doutes que ça va donner le résultat attendu, mais c'est toujours bien de faire la mesure, s'ils y arrivent, hein, c'est très très difficile. C'est-à-dire, bah, c'est l'énergie Casimir, c'est-à-dire l'intégrale de la force sur la distance, divisée par G. Hein. Voilà. Bon, c'est ça, à mon avis, ça va donner ça. Voilà. Mais ça dit pas grand-chose sur le fait que le vide quantique gravite, c'est-à-dire le vide quantique comme on l'a calculé. D'accord. Tout ce que ça dit, c'est que la différence entre l'intérieur et l'extérieur, bah, c'est ce à quoi on peut s'attendre dans un système lié, bon, comme dans un noyau. Hein. Dans un système lié, on peut interpréter ça comme des fluctuations du vide et ça gravite, normalement. Voilà. Bon, c'est tout ce que je sais sur l'effet Casimir, mais je trouve que ces remarques sont intéressantes parce que souvent on se fait une idée, on dit ah oui, c'est incompatible avec le fait que le vide quantique est très grand. Autre question, pardon pour la longueur. Tu as dit au début de ton exposé que le Higgs avait comme nombre quantique 0 et le vide aussi. Ouais. Alors, tu peux aller un peu plus loin? Bah, si tu veux, oui. Enfin, bah, je peux aller plus loin dans le sens, par exemple, que une des contributions à l'énergie du vide, c'est la brisure de symétrie de chapeau mexicain. Quand on passe du haut du chapeau mexicain au creux du chapeau mexicain, on se prend une densité d'énergie du vide, d'accord, qui est encore du même ordre de grandeur, c'est-à-dire 100 G puissance 4. Alors ça, c'est un argument précis que j'utilise parfois dans des discussions avec des purs relativistes, parce que on peut faire de l'ajustement fin, ok, mais c'est très très difficile d'ajuster à la fois l'énergie avant brisure de symétrie et après brisure de symétrie. Si tu as ajusté l'un, tu n'as pas ajusté l'autre, d'accord? Donc c'est un argument qui tue vraiment contre l'ajustement fin, c'est impossible. Et ça, c'est dû au fait justement que le Higgs étant le champ qui fabrique la valeur moyenne dans le vide, d'accord? Donc la valeur moyenne dans le vide fabrique tout le reste. C'est ça la relation entre le fait que le Higgs a ses nombres quantiques et l'énergie du vide. Alors j'ai pas élaboré, mais il faut quand on parle de modèles supersymétriques où il y a 5 Higgs qui deviennent chargés et tout ça, ça m'a toujours un peu moi j'ai pas discuté, il faudrait que je discute de ça avec un théoricien, puisque du coup ils ont plus les nombres quantiques du vide, et ça me choque. C'est un input de la théorie, ça. Bah, il faut quand même qu'il soit isotrope, que quand on tourne, oui. Dedans, les frames se reproduisent. Donc c'est un spin zéro, forcément, d'accord. Oui, c'est une hypothèse que quand on fait une parité dans le vide, on retrouve la même chose. Ah, ça paraît au moins aussi naturel que l'isotropie de l'espace, d'accord. Oui. Alors là, ça va si on abandonne ça, ça va au-delà de mes compétences. Oui, il y a des questions par Zoom. Attends une seconde. Oui, merci. Pascal. Oui, merci. Merci. Pascal, Oui, j'ai une question. Oui, à un moment donné, Bruno, tu On as. t'entend pas bien là. Ah, pourquoi est-ce qu'on m'entend pas bien? Est-ce que on m'entend mieux là maintenant? Ah, c'est bien, Pascal. Très bien. Salut, Pascal. Salut. Oui, à un moment donné, à la fin de ton exposé, tu dis que les théories bimétriques, par exemple, pourraient aider à ce problème de l'énergie du vide. Est-ce que tu peux en dire un tout petit peu plus? Non, pas du tout. Je suis incompétent. Non, j'ai vu que c'était un des buts des théories bimétriques d'arranger le problème de la constante cosmologique, mais non. C'est-à-dire essentiellement de dire pourquoi elle est si petite. Non, je peux pas te dire pourquoi. Je peux renvoyer à des références, mais sans plus. D'accord, merci.
C'est à moi? Oui, ok. Merci pour la présentation. J'ai une question sur, au début de l'exposé, quand tu parlais de l'énergie du vide venant de la constante cosmologique. En fait, c'est selon un modèle donné que la mesure qu'on fait, elle est selon le modèle Friedman-Lemaitre lambda CDM. Qu'est-ce qui se passe si on prend un autre modèle, puisqu'on voit actuellement qu'il y a des tensions quand même sur ce modèle? Est-ce qu'on obtient les mêmes énergies du vide ou pas? Ah non, bah non, certainement pas. Bah, effectivement, mais il y a des tensions, oui, je suis d'accord, c'est dans un cadre d'un modèle facile enfin, de ce modèle où si on fait tout changer, bon, je me suis posé la question un tout petit peu, mais je suis pas du tout spécialiste. Effectivement, si on remet en cause la constante cosmologique, enfin, dans l'équation de Friedman, si on remet en cause le fait que ρ égale moins p, alors tout varie. Donc effectivement, à ce moment-là, je ne sais plus comment interpréter, si tu veux, directement un terme comme l'énergie du vide. C'est pas que l'énergie du vide va pas être la même, c'est qu'on peut plus interpréter. Enfin, ce que j'en comprends, il faut demander à un théoricien relativiste, mais ce que j'en comprends, c'est que l'interprétation de la constante cosmologique comme énergie du vide, c'est dans le modèle le plus simple de la relativité générale où l'équation d'état de l'énergie noire, disons, est simple, c'est P égale moins ρ. À ce moment-là, ce terme s'annule et la constante cosmologique devient l'énergie du vide. Si tout varie entre les termes de contribution différents, je ne sais pas trop comment interpréter. Bon. Ok, merci. Voilà. Je pense que le problème si tu veux, hein, on peut prendre les choses à l'inverse. Il n'en reste pas moins que l'énergie du vide calculée en théorie quantique va faire une contribution. Peut-être que dans le modèle de relativité générale va être complètement différent du modèle simple avec un lambda constant, ça c'est possible. Mais il n'empêche pas que l'énergie du vide calculée par la théorie des champs va lui faire une contribution du type lambda, je pense, enfin, au moins de ce type-là. Et au moins aujourd'hui, même si tout varie, même aujourd'hui, ça fait quand même une contribution de cet ordre de grandeur, qui n'est pas possible, hein, qui n'est pas possible même à l'instant T. Donc je ne pense pas que ça évacue le problème. Ça le rend sûrement plus compliqué, mais je ne pense pas que ça évacue le problème que la théorie des champs fournit une énergie du vide déraisonnable. Ok, merci. Michael? Bonjour. Ah, voilà, voilà, tu peux poser ta question. Vas-y. Merci. Merci pour cet exposé qui était vraiment très, très pédagogique, qui m'a remis des choses en mémoire. J'avais une question naïve. Est-ce qu'on peut imaginer que, en introduisant des particules de la matière noire, donc qui seraient hors de celles que l'on connaît, on puisse avoir un terme négatif et donc de réduire la valeur de cette constante et que l'ensemble soit cohérent? Et pourquoi non, sinon? Bon, alors, la matière noire, à ma connaissance, hein, ça serait les particules les plus légères. Alors, effectivement, il y a toujours eu cet espoir que ça soit dans le cadre d'une théorie de supersymétrie. Maintenant, la matière noire elle-même, ça serait des particules extrêmement légères, par exemple, et elles vont pas contribuer plus que le top puissance 4. Donc, c'est pas des particules de matière noire elle-même qui vont directement solutionner le problème. Par contre, si on trouve des particules de matière noire et qu'elles sont à peu près là où on les attend avec la supersymétrie, parce que la supersymétrie, bon, dans un certain nombre de modèles, prédit des particules, que la matière noire soit faite avec des particules les plus légères de la supersymétrie, c'est un signe pour dire que la supersymétrie existe et donc qu'il y a des particules Oui. super partenaires des particules ordinaires, mais à des masses plus élevées. Donc celles-là, elles vont contribuer.
elles vont quand même contribuer dans le bon sens. Maintenant, comme je l'ai dit, on sait que nécessairement, d'ailleurs, on a des limites à LHC quand on regarde la masse minimum que pourrait avoir un super top, un stop, comme on dit. On est plutôt dans les échelles du TeV. Donc, on sait que la différence avec le top va être déjà très très grande, et donc les ajustements, bon, ça veut dire que ça ne va pas solutionner immédiatement le problème tout de suite. Techniquement, on ne va pas trouver 0,5 nanojoules immédiatement. Ça serait avoir un signe concret, expérimental de supersymétrie, ça serait quand même un énorme pas en avant et un énorme soulagement. On pourrait se dire après, OK, on a un truc qui fait une symétrie, et après, c'est technique. Bon, il faut comprendre la technique, mais on a quand même progressé d'un grand pas. Ouais, Pour le moment, il n'y a rien, vraiment. Voilà. ça ouvrirait une porte. Voilà. Merci. Bon, alors, une question encore en Zoom, après on repasse à la salle. Alessandro. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Alors, j'aurais plusieurs questions, mais je me limite à deux brefs. Donc, pourquoi M à la quatrième puissance et le deuxième, les gravitons massifs. Pardon, Alors, oui, pourquoi puissance 4? oui. Je ne sais pas si j'ai un argument vraiment. Alors, je sais que C'est parfois on pas. utilise Si, je m'étais fait un argument. Enfin, le plus facile, c'est quand même quand on maîtrise. Même moi, je suis pas du tout un spécialiste de théorie des champs, mais même moi, j'ai réussi à recalculer là pour l'exposer m puissance 4 en simplement en intégrant oui, une oui, boucle. peut-être. C'est très facile. Alors pourquoi? Je crois que c'est parce que quand on monte en énergie, d'accord, le volume à la distance décroît. Ça fait essentiellement un facteur m cube. Et le dernier, bah, c'est la masse l'impulsion qu'on a essayé d'intégrer. Donc c'est le fait qu'il y a de plus en plus, on sollicite de plus en plus d'oscillateurs dans des volumes de plus en plus Oui, petits jusqu'à une échelle d'énergie le plus grande possible. Je crois que c'est à peu près ça. oui. Et Donc le peut-être total, aussi, évidemment, comme le volume pris par un oscillateur diminue quand même puissance moins 3, bah, il y a M3 oscillateurs à prendre en compte et on les intègre jusqu'à M. Et donc ça fait essentiellement M4. oui, Sous réserve d'un bon théoricien qui invalide ce raisonnement, je ne suis pas confronté à personne. Je m'étais fait ça dans ma tête pour me souvenir de la puissance 4. peut-être la raison, c'est qu'on utilise des unités naturelles et pas le système d'unités internationales, peut-être. Mais et la Ah non, question. non, non, les puissances. Ah non, 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 les puissances, c'est. Non, non. Ah non, alors non, non. Par contre, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Les puissances ne dépendent pas. La variation de loi de puissance ne peut pas dépendre du système d'unité. Parce Après, il y a que le facteur de vent qui est H bar, C puissance ce qu'on veut, mais enfin, je ne crois pas que Parce que la masse et la longueur, si on utilise certaines unités, sont la même chose. C'est ça la raison pour laquelle j'ai pensé au volume comme ça. ouais, Sur la dernière transparence, il y avait les gravitons en masse non nulle. Alors, si on ouais, considère les papiers de Heisenberg, dans les mêmes papiers delta, quoi, c'est delta X, delta P, il a aussi fait delta E, delta T. Et donc, en ouais. principe, aucune particule pourrait être montrée sans masse. Et donc, la valeur limite de la masse qu'on peut mesurer est autour de, en utilisant les kilogrammes, 10 puissance moins 69. Et la question est, si le graviton serait massif, qu'est-ce que serait la conséquence sur l'énergie de vide au point de vue qualitatif? Ah, bah, alors là aussi, là, bon, j'ai vu qu'il y avait des gens, il y a beaucoup de gens qui font des théories avec graviton massif. Alors Oui, c'est quand même très très difficile parce que les limites sont excellentes, la masse du graviton, et puis d'un problème, enfin ça met plein de problèmes dans la. Je suis pas spécialiste. Euh, je crois que ça met plein de problèmes dans la relativité générale, donc personne n'a réussi à faire même une théorie de graviton massif qui se tienne correctement. Mais ça n'empêche pas les théoriciens d'explorer la voie. Et je crois qu'effectivement, bah, ça impacterait une constante cosmologique, hein. Enfin, la relation, enfin, la relation sur l'expansion de l'univers. Maintenant, je peux, bon, encore une fois, ça sort de mes compétences, mais je ne peux pas imaginer que ça arrive à annuler comme ça, sans relation avec la physique quantique, par soi tout seul, les 10 puissance 55 ordres de grandeur que donne le modèle standard aujourd'hui.
Mais je sais que c'est une piste que les théoriciens envisagent. Mais la physique Là, quantique. quand j'ai écrit modifier la relativité générale, c'est essentiellement documentaire. Comme il y a tant de problèmes, je sais qu'il y a des gens qui modifient la relativité, qui essaient de tenter de. Il n'y a pas un modèle particulier qui m'a sauté aux yeux que j'ai pu explorer et dont j'ai juste cité les pistes que les gens donnent et qui prétendent, dans leurs abstracts, apporter quelque chose sur le problème de la constante cosmologique. Alors, si je peux commenter, après je laisse la parole aux autres. Il y a plusieurs théories qui marchent. Le problème est que la relativité générale marche aussi. Et donc, on n'a pas besoin, en principe, de quitter la relativité générale pour aller vers une théorie qui marche, pour laquelle on n'a pas besoin. La relativité générale est suffisamment belle et complète. Mais effectivement, le fait qu'on a 96% de l'univers inconnu, matière noire, énergie noire, se base sur la confiance avec la relativité générale. Donc, effectivement, on peut se poser des questions. Voilà. Merci. Bonjour monsieur, merci pour votre exposé, c'était très clair. Il y a juste une chose que je n'ai pas comprise, c'est le concept de densité d'énergie, parce que pour moi l'énergie c'est toujours quelque chose qui affecte un corps matériel. Donc est-ce qu'on peut interpréter cette densité d'énergie du vide calculée dans le cadre de la TQC comme de l'énergie de corps matériel, de particules virtuelles créées par le vide? Pas la question. On peut se poser la question. Mais par exemple, l'énergie d'un champ magnétique, ça affecte rien de matériel, d'accord, et c'est parfaitement. Ce serait l'énergie des photons qui rentrent dans ce champ. Si on a une théorie quantique, on peut dire que c'est l'énergie des photons. Donc, si on a une théorie quantique de la gravitation, on va dire que c'est l'énergie des gravitons, mais on n'en a pas. Donc voilà. Donc, dans un modèle classique de champ, c'est l'énergie du champ magnétique, d'accord, qui est dans un solénoïde. Pour dire que c'est l'énergie des photons, il faut une théorie quantique de ce champ, d'accord, pour dire que c'est l'énergie. Donc, si on a une théorie quantique de la gravitation, on va dire que c'est l'énergie des gravitons. L'ennui, c'est qu'on n'a pas de théorie quantique de la gravitation, donc on se contente de la version classique. Mais pourquoi vous parlez du graviton? Parce que vous avez parlé des autres particules, le top, par exemple, le Higgs, etc. Alors là, on est dans les particules matérielles. Là, oui, tout à fait. Voilà. Mais alors, la question, c'est l'énergie qui est prédite à partir de ces particules, c'est l'énergie de quoi? Des particules virtuelles créées par paire au sein du vide. Mais pourtant, elles doivent exister un temps suffisamment court pour ne pas, je crois, violer la conservation de l'énergie. Mais personne n'a dit que le zéro était à zéro. Justement, comme j'ai dit, c'est pour ça que j'ai fait la remarque sur l'état fondamental avant. En théorie quantique normale, l'état fondamental, c'est pas l'état d'énergie nulle. Si on a un potentiel, enfin, si on a décrit, on a décrit le système qu'on a pu, d'accord. Donc on a un potentiel et l'état fondamental, c'est le fond du potentiel. Et l'état fondamental, il n'est pas au fond du potentiel. Il a une énergie à lui. Oui, tout à fait. Mais voilà. C'est l'état fondamental d'un système, d'un corps, encore une fois. Mais là, pour le coup, le système, c'est le système des particules virtuelles dans un espace où on n'a rien mis nous-mêmes. Voilà. Non, mais tout ça, c'est des questions très subtiles. J'avoue que moi, ça m'a pris assez longtemps à avoir des idées à peu près claires sur de quoi on parle. C'est vrai, hein. Quand on n'est pas spécialiste, voilà. Dernière question. Oui, la manip masse inerte, masse gravitationnelle, 10-15. Oui, microscope, oui. Oui, bon, c'est un test de la gravitation important. Si ça déviait, ça aurait quel impact là, à ce niveau de différence? Est-ce que tu as une idée? Comment dire, est-ce qu'il faut faire des manips qui aillent plus loin, quoi? Si tu veux, pour pouvoir dire, par exemple, que on a tout faux sur la description du modèle de noyau, d'accord, et donc que la proportion de la masse des noyaux, enfin du poids des noyaux, plus exactement, d'accord, du poids des noyaux, qu'on attribue aux fluctuations du vide n'est pas. Pour mettre en cause cette égalité, il faudrait des différences de l'ordre du pourcent. Puisqu'on a dit les fluctuations du vide dans le noyau, c'est à peu près quelques pourcents de leur masse, d'accord, et on voit qu'ils tombent pareil. Donc ça veut dire que la gravitation agit sur ces pourcents de la même façon. Pour arriver à
rentrer dans le système, si tu veux, pour arriver à dire, voilà, les fluctuations ne sont pas sensibles à la gravitation de la même façon, il faudrait des différences de l'ordre du pourcent. Donc ça, depuis De Vos, et même, voilà, donc bon, j'ai mis 10-15 pour juste, on est encore dans ces ordres de grandeur ridicules qui, tu vois, qui disent qu'on n'a rien compris au truc, quoi. Une dernière question. Sur la page 11. Oui. Oula. J'ai une question toute bête, désolé. Ouais. Sur la page 11, j'ai cru comprendre que les résultats expérimentaux disent que la constante cosmologique est non nulle. Tout le monde a l'air d'être d'accord. Ouais. Ma question, c'est pourquoi dans l'histoire, Einstein, je crois qu'il a introduit la constante cosmologique et il l'a regretté. Donc, pourquoi il l'a regretté? J'ai encore je crois que j'ai une slide là-dessus. Je sais plus si j'ai mis. Sinon, je raconte l'histoire. Ah voilà. Constante cosmologique, un grand malentendu. Donc, au début, il cherche, hein, donc il cherche une théorie relativiste de la gravitation. Il se rend compte qu'il faut bousculer pas mal de choses. Il est au courant des géométries de Riemann et tout ça. Et là, il fait ses expériences de pensée, des photons dans un ascenseur. Il regarde les frames accélérés, les référentiels accélérés. Et il en déduit que ça serait vachement bien si la courbure de l'espace-temps était proportionnelle à la densité d'énergie. Il trouve la vraie bonne relation matricielle qui est celle-là. D'accord. Et il voit très très vite, comme je l'ai dit, que cette équation-là, donc sans constante cosmologique, prédit un univers qui est instable, qui est ou en expansion ou en contraction. À l'époque, c'est une hérésie. L'univers a été là depuis toujours et il sera là pendant toujours. D'accord. Et il voit assez vite, assez naïvement, que s'il rajoute, il n'y a aucune raison pour que dans l'équation, il n'y ait pas ce terme. Il est complètement naturel là, d'accord? Parce que, comme je l'ai dit, G mu nu, c'est la métrique locale, donc c'est vraiment le truc. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas une constante fois G mu nu. C'est pratiquement une constante d'intégration. Et donc, il se dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajuster ce terme pour faire un univers statique. Parce que la doxa à ce moment-là, c'est un univers statique. Alors, en réalité, déjà, en fait, maintenant, avec la vision actuelle, on se rend compte que même si si on essayait d'ajuster comme ça, la solution trouvée elle est instable. C'est-à-dire qu'elle va pas rester, elle va pas rester là, l'équilibre va être rompu spontanément très rapidement. Et puis que ce terme, il est parfaitement naturel. Donc, euh, il dit, mais les premières mesures de l'expansion, comme vous avez vu, c'est pas très loin d'avoir une constante cosmologique nulle. Et donc, c'est là, il se dit, ah, mince, pourquoi l'univers, il est en expansion, il n'est pas statique, d'accord? Donc, j'aurais jamais dû introduire cette constante pour rendre l'univers statique. Et c'est là qu'il dit, c'est my biggest blunder, ma plus grande gaffe, c'est d'avoir introduit la constante, puisque justement, l'univers qu'il avait fait au départ, il allait très bien. Il avait une constante. Donc c'est pour ça que je dis c'est un grand malentendu, parce qu'il y a eu d'abord pas de constante cosmologique, après il l'a mise pour décrire un univers statique, après il a vu que l'univers n'était pas statique, il l'a enlevé, et puis après on l'a remise, parce qu'on s'est aperçu que l'univers il n'est pas simplement en expansion sans constante cosmologique, mais l'expansion s'accélère et on a besoin d'une petite. Alors elle ne va pas compenser l'expansion, elle modifie un peu l'expansion. Voilà. Et dans l'autre sens en plus. Voilà, donc c'est ça. Donc en fait, maintenant, bon, on a intégré ces fluctuations aussi ce terme, il est complètement naturel. Il est aussi naturel dans l'équation que la constante de couplage qui définit la gravité de Newton. Hein. Donc voilà. Donc alors pour mesurer la constante de couplage, ça c'était très facile. Il suffisait de prendre la limite de l'équation d'Einstein dans la limite des petites vitesses, et on trouve ça, hein, kappa c'est 8 pi g sur C4, donc une fois qu'on a mesuré G depuis Cavendish, on sait combien c'est kappa. C'est plus difficile de mesurer lambda, hein, parce que c'est des très grandes distances, il faut savoir mesurer à très grande distance, mais c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc en fait, il n'y a plus de mystère. Alors maintenant, il y a un nouveau mystère si lambda n'est pas constant. Là, ça c'est très récent. Si ça se confirme, ça là, c'est vraiment sérieusement chamboulé. Mais sinon, l'équation d'Einstein marche très bien avec, il y a deux constantes, une constante de couplage, une constante d'intégration. Voilà. Donc c'est ça l'histoire de la gaffe d'Einstein.
Ben, Bruno, nous te remercions. C'est moi qui vous remercie.